Bon, ben, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je dirais que là, on va aborder un sujet on est déjà dans la réparation, hein, et dans la solution de réparation. Quelque part, il a été décidé d'appliquer une protection cathodique et en ce sens, le CEFRACOR, donc Véronique a parlé de la commission CAPS, mais on a aussi une commission certification. Et dans ce pôle certification, il y a la certification des personnels en protection cathodique. Et, et, et cette application et cette certification est au sein du département CFPC, donc le Comité français de la protection cathodique, d'accord, qui gère aujourd'hui la marque CEFRACOR Certification, protection cathodique, en application des normes NFEN ISO CEI 17024, hein, qui sont les exigences générales pour les organismes de certification, mais également la EN ISO 15257, qui est une norme sur les niveaux de compétences des personnes en protection cathodique et qui est une base pour un dispositif particulier de certification. Alors, le CFPC s'est doté d'un certain nombre de documents, hein, notamment un manuel de qualité et d'un certain nombre de procédures. Vous voyez la PR 5000, déroulement de la certification, PR 2000, étude et traitement des réclamations et des recours, PR 4000, droit, usage de la marque, code de déontologie, 7000, centre d'examen, règles et agréments, et puis la 16000 qui est le suivi des personnes certifiées. Alors, tout ça, c'est des règles qui sont exigées, hein, en vue de monter un organisme de certification. On pourra avoir des renseignements plus largement sur le site protectioncathodique.net. Et puis, il y a l'adresse du secrétariat du Comité français de la protection cathodique. Donc, tout ça, c'est au sein du pôle certification du Centre français d'anticorrosion. Alors, les aspects, évidemment, qui vont nous intéresser, c'est les aspects principaux de l'EN ISO 15257, hein, donc de cette certification des niveaux de compétences des personnes en protection cathodique. Bon, il y a eu une modification en 2017, avant c'était une norme EN 15257 qui est passée en norme EN ISO 15257 à partir de 2017. On est passé de 3 niveaux de certification à 5 niveaux de compétences. Et elle concerne 4 secteurs d'application, donc les structures métalliques terrestres, les structures métalliques en mer, les structures en béton armé, qui nous intéressent aujourd'hui, et les surfaces intérieures des capacités métalliques. Donc les 3 niveaux qu'on avait selon le N 15257 étaient ce qui est devenu les niveaux 2, niveau 3, niveau 4. Et en 2017, finalement, on a rajouté un niveau 1. Donc on va considérer que c'est un collecteur de données ou un contrôleur en protection cathodique. Donc dans le cas des ouvrages béton armé, c'est celui qui va faire des opérations de recherche des armatures, emplacement des armatures, qui est capable de faire des cartographies potentielles de corrosion. Et puis on est 2, 3 et 4, donc on augmente en gradation. Donc le technicien en protection cathodique plutôt en mesure sur site sur le niveau 2. Niveau 3, c'est celui qui fait l'analyse des mesures, mais qui également rédige les procédures que le niveau 2 et le niveau 1 doivent appliquer. Le niveau 4, c'est le spécialiste en protection cathodique. C'est celui qui conçoit les systèmes de protection cathodique, c'est celui qui interprète les résultats qu'on appelle les systèmes complexes ou des systèmes par rapport à des systèmes simples. Et puis, il y a un 5e niveau qui s'est rajouté, qui est le niveau expert en protection cathodique, donc niveau 5, ce qui est vraiment une petite particularité. Ça permet, dans le contexte ISO, d'avoir quelque chose qui est commun internationalement. On avait 2 grands pôles, hein, un énorme pôle qui était le pôle américain avec les certifications NACE, hein, c'est National Association of Corrosion Engineers, qui allait du niveau 1 au niveau 4. La certification européenne était niveau 2, enfin 1, 2, 3, donc maintenant 2, 3, 4. Et l'idée, ça a été notamment à l'initiative des Allemands de rajouter un 5e niveau qui n'était pas, en fin de compte, qui n'était pas très réellement existant antérieurement. L'intérêt par rapport à cette norme européenne, même si elle est ISO par rapport à la norme américaine, c'est que les 4 secteurs d'application étaient spécifiques à la norme européenne et non pas à la norme américaine. La norme américaine s'intéressait essentiellement aux structures métalliques terrestres, c'est-à-dire aux réseaux de canalisation enterrés, hein, essentiellement hydrocarbures, qui sont réglementairement à mettre sous protection cathodique, avec
une petite addition depuis une dizaine d'années sur les structures métalliques en mer, mais réellement pas grand-chose sur les structures en béton armé. Donc on a une vraie spécificité européenne depuis maintenant, depuis les années 2000. Donc le CFPC est organisé avec, il y a un animateur, il y a un président de cette association, il y a un bureau, il y a des responsables sectoriels et leurs suppléants. Donc les responsables sectoriels, il y a sa responsable sectorielle terre, mer, béton. Dans le cas précis, le responsable sectoriel mer, le responsable sectoriel béton et Raoul François de l'INSA de Toulouse. Et ces responsables sectoriels et leurs suppléants et quelque part le comité qui vont s'égréger autour d'eux va faire l'élaboration, assurer l'élaboration des examens, également garant de l'organisation des examens et des sujets, et puis de l'analyse de la pertinence des examens, notamment s'il y a conflit, gestion des conflits, notamment s'il y a des résultats. Et à ce titre-là, il y a une entité qui sont les comités d'évaluation qui vont valider les notes obtenues et qui vont effectivement trancher sur l'analyse des cas litigieux. Donc, l'organisation du Comité français de la protection cathodique. Alors, les personnes certifiées au 31 janvier 2020, la certification en protection cathodique, elle a commencé tout début 2001. Donc, ça fait presque une vingtaine d'années. Évidemment, vous voyez que le secteur terre est, lui, extrêmement bien représenté avec 343 certifiés, mais ça depuis 2001. Le secteur mer est arrivé en 2007, 2006, 2007. D'accord ? Il est un peu moins représenté. Par contre, le béton est arrivé en 2014 et vous voyez qu'on a quasiment autant de certifiés dans le secteur des aciers en béton que dans le secteur mer. Le secteur mer, initialement, c'est ce qu'on appelait le niveau 1AS, donc maintenant qui est le niveau 1. Donc ça intéressait plutôt les plongeurs. Et parallèlement à ça, à l'opposé, vous voyez que dans le secteur terre, par exemple, selon l'EN ISO 15257, finalement, il y a aujourd'hui 2 certifiés niveau 1 depuis 2017. Donc, ça n'intéresse pas beaucoup. Ce niveau de certification assez basique n'intéresse pas le secteur des canalisations. On est plutôt sur les niveaux 2, niveau 3 et niveau 4. On reviendra sur la partie béton, parce qu'on fera un développement tout à l'heure. Et puis le 4e secteur, qui sont les surfaces internes, c'est les capacités. Aujourd'hui, il y a uniquement un certifié niveau 4, anciennement niveau 3 selon l'EN 15257. Au total, c'est 524 personnes certifiées en protection cathodique. Et le nombre de certificats délivrés est supérieur à 900. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plusieurs certificats, donc à y passer un niveau 1, puis un niveau 2, un niveau 3. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui effectivement ont arrêté, mais ça donne une cartographie assez intéressante, et notamment sur l'évolution en fonction des secteurs, sur l'évolution de ces certifiés. Et du nombre de certifiés en fonction des niveaux de compétences. Et on se rend compte qu'effectivement, le niveau de compétences 2 et 3, aujourd'hui, sont les niveaux de compétences les plus représentés. Alors, les aspects, au cœur des aspects donc, de l'EN ISO, on a une redéfinition des tâches pour les secteurs et pour les niveaux. Et l'objectif, c'est que toutes ces tâches doivent pouvoir être démontrées. Donc, on va regarder quelques-unes. Et ceci pour, excusez-moi, ok, on est là. Et ceci pour les niveaux 1 à 4. En fin de compte, on a des examens qui sont faits avec dans les deux parties, il y a une épreuve théorique, donc essentiellement un contrôle de connaissances QCM, et des épreuves pratiques dont labo, mesure sur site, donc mesure sur maquette, dimensionnement, étude de cas. Le cas du niveau 5, nouvellement créé en 2017, en plus des compétences des personnes de niveau 4, les personnes actives en niveau 5 doivent faire évoluer l'état de l'art de la protection cathodique par leurs travaux scientifiques, par des publications, revues par des pairs. Donc on n'est pas sur un examen, on est sur en fin de compte, une soutenance des travaux qui ont pu être réalisés dans les 10 dernières années, 20 dernières années, selon le candidat qui se présente. Et aujourd'hui, en fin 2020, on aura les premières évaluations niveau 5 en secteur terre, mais également en secteur béton. Ok, alors je ne sais pas si vous voyez très bien sur cette slide, j'ai essayé de rappeler des tâches spécifiques. Alors, il y a des tâches spécifiques pour tous les secteurs.
Vous voyez, vous avez les couleurs là, entre les niveaux 1, 2, 3, 4. Bon, ce qui va nous intéresser là, dans ce type de discussion, c'est plutôt, ce qui distingue notamment les niveaux 3 et les niveaux 4, et notamment sur la partie préparation, par exemple, de rapports techniques, donc ça, quels que soient les secteurs, l'interprétation des données de mesure, de mise en service, d'accord, pour des systèmes de protection cathodique non simples, d'accord. La question, c'est comment est-ce qu'on définit les systèmes de protection cathodique simples ou les systèmes de protection cathodique complexes. Dans le cadre du béton, on pourrait faire un peu un distinguo entre un système par anode sacrificiel, par exemple, sur un élément de géométrie simple, à l'opposé, un système par courant imposé avec une géométrie structure très complexe. Donc, on a un certain nombre de tâches, et en tout, il y en a 42. Et les études de cas, par exemple, les mises à profit des nouvelles avancées sont vraiment du niveau 4, qui donc a en charge la réalisation de conception complexe, l'interprétation des résultats, la préparation des rapports techniques. Le niveau 3 étant dans l'interprétation, la réalisation sans supervision de travaux de conception. Voilà, de systèmes simples. Maintenant, si on regarde les tâches spécifiques au secteur béton, on n'en a plus que 32. Il y en a beaucoup qui ont été dites pour tous les secteurs, donc, qui vont englober de la protection cathodique dans sa globalité. De la même manière, on voit bien que le niveau 4, ici en bleu, c'est conception des systèmes de protection cathodique et d'autres traitements électrochimiques. La supervision de l'installation des connexions des câbles aux éléments de précontrainte, par exemple. On est la protection mettre une protection cathodique ou mettre une protection cathodique dans un environnement de précontrainte, ça demande un certain nombre de prérequis et de précautions. Et ça, c'est du ressort du spécialiste en protection cathodique. À la fois, et puis également, là, on voit bien, à l'inverse, pour du niveau 3, on peut avoir la supervision de l'installation, la correction ou l'élimination des courts-circuits, ou l'établissement de coupures de courant synchronisées, donc qui sont du ressort du niveau 3. Donc, le niveau 3 est plutôt effectivement un superviseur, et ça va nous amener à voir un peu effectivement l'évolution, comme on l'a vu dans le tableau des certifiés, l'évolution et la mise en place de la certification de la protection cathodique dans le secteur des aciers dans le béton. Alors, la période de validité des certificats, elle est de 5 ans. Elle devient non valide pour les cas suivants, à l'initiative du CFPC, pris connaissance de preuves concernant un comportement non éthique. Vu qu'on avait effectivement un document sur l'usage ou le bon usage de la marque Cefracor certification. Renouvellement de la certification à l'issue des 5 années. Donc, il y a un questionnaire sur la base d'une activité travaillée continue et satisfaisante avec un certain nombre de projets qui sont demandés et une lettre du hiérarchique considérant qu'effectivement le candidat qui postule au renouvellement a bien un suivi d'une activité en protection cathodique. En finale, le renouvellement de la certification est à l'issue de 10 années par un examen de recertification qui est pour les niveaux 1 à 4, parce que c'est un examen. Cet examen de recertification ramène à la limite les principaux éléments de la certification initiale, mais en plus light. Donc, l'exigence de certificat en protection cathodique pour le secteur des ouvrages en béton armé, elle est décrite dans la norme NFEN ISO 12696 de 2017, qui est protection cathodique des aciers dans le béton. Cette norme est encore aujourd'hui en révision. Elle exige que le personnel qui réalise la conception, la supervision de l'installation, la mise en service, la supervision de l'exploitation, les mesurages, la surveillance de la maintenance des installations de protection cathodique doit avoir le niveau requis de compétences pour les tâches entreprises. Donc, il convient de démontrer par la certification sur l'EN ISO 15257 ou par une procédure équivalente de préqualification, la compétence du personnel chargé de la protection cathodique au niveau approprié pour les tâches entreprises. Donc, vraiment, on est vraiment dans les tâches définies et sachant que l'ISO 12696-2007, donc protection cathodique des aciers en béton, est une norme avec critères de performance. Donc, il y a vraiment un impact important
à la fois sur la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre, afin d'atteindre ces critères de performance et de juger que le fonctionnement du système de protection cathodique est pertinent. L'éligibilité des personnes actives en PC pour l'évaluation de la compétence. Donc, effectivement, il y a des exigences de formation. Donc, pour le niveau 1, il y a 2 jours de formation formelle. Niveau 2 et 3, 5 jours de formation formelle ou documentée, ou d'auto-formation surveillée. Et dans le cas où la personne n'a pas son niveau 2, elle doit suivre au minimum 10 jours de formation pour passer au niveau 3. Alors, à ce jour, il y a 2 centres de formation. Il y a l'INSA de Toulouse, où le responsable est Raoul François, et puis on a monté aussi un centre de formation au sein de Fraissinet. Le secteur béton et le bilan des certifiés, parce que c'est comme ça qui nous intéresse depuis la mise en place début 2014. Donc ça fait maintenant plus de 5 ans. Le centre d'examen du CFPC se situe à l'INSA de Toulouse. Et si on regarde la répartition des certifiés aujourd'hui, on a 70 certifiés en niveau 2, 8 certifiés en niveau 3. La certification niveau 3 a commencé que l'année dernière, donc il y a eu un examen avec 8 candidats. Le niveau 4 est l'ancien niveau 3. Les gens qui sont certifiés sur l'EN 15257. À l'époque, ce n'était pas un examen. À l'époque, c'était un mémoire et la soutenance de ce mémoire. Aujourd'hui, c'est un examen. Et pour les aciers en béton, ce niveau 4 aujourd'hui n'est pas encore monté. Nous sommes au deuxième examen niveau 3 qui va avoir lieu dans une dizaine de jours. Voilà. Et au total, donc, on a 87 certifiés. Et si on fait un peu une statistique, on se rend compte que pour les entreprises, la maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle et maître d'ouvrage, grosso modo, 50% des effectifs, c'est plutôt les entreprises. Et ensuite, entre maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, les 25%, entre 20 et 25%, les maîtres d'ouvrage sont au jour d'aujourd'hui assez peu représentés, ne représentent que 5%. Si on regarde les niveaux 4 ou les niveaux 3, au jour d'aujourd'hui, on est plutôt dans une population entre maîtrise d'œuvre et entreprise, les bureaux de contrôle. Mais effectivement, par contre, il y a un réservoir parce qu'il y a 70 niveau 2, qui était niveau 1, puis maintenant on est passé à niveau 2, quasiment pour les mêmes tâches. Aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de ces niveaux 2 vont vouloir passer, et très bien, vont vouloir passer dans le niveau 3. Alors, uniquement un tout petit mot sur le pôle communication événementielle du CEFRACOR, qui est un autre pôle du CEFRACOR, uniquement pour relater les 7e journées PCRA à Antibes, qui devaient avoir lieu en juin 2020, du fait du Covid, ont été décalées en 2021. Et j'en parle parce qu'il y a 4 sessions sur la protection cathodique et au sein de la commission PCRA, qui est protection cathodique et revêtement associé, mais on a bien 4 sessions qui concernent des sections terre, section mer, section béton armé, et puis section capacité intérieure, interne. Et la dernière session étant en 2014, il y avait eu effectivement 57 présentations. Et sur les 57 présentations, il y avait dû y avoir une dizaine de présentations en protection cathodique des aciers en béton. Et pour cette session 2020 reportée à 2021, on est un peu plus que ça en papier. Donc voilà, c'est la prochaine, en espérant que l'année 2021 ne soit pas comme l'année 2020 et que cette manifestation puisse avoir lieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Xavier donc de ta présentation. Est-ce que l'on a des questions? On va procéder de la même façon, hein, soit oralement, soit par le biais soit par le biais des questions-réponses. Une question que j'avais envie de te poser par rapport à ce que l'on vient de voir avec Véronique, c'est par rapport à ces formations. J'ai vu qu'il y avait à peu près un tiers des personnes formées qui sont issues de la maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a un réel lien avec la partie diagnostic? C'est-à-dire que, est-ce qu'éventuellement, dans la partie formation, vous abordez des thèmes comme ne pas faire de protection cathodique quand c'est inutile ou quand on a très peu de chances que ça aboutisse à un réel succès? Je veux dire, le lien entre le diagnostic et puis au final la méthodologie et puis
C'est une question, c'est une très bonne question. C'est une question elle est intégrée, enfin, en partie intégrée dans la 12696. En fin de compte, c'est la connaissance de l'ouvrage et la partie réparation je veux dire, qui va avoir lieu en vue d'une protection cathodique. Donc effectivement, le diagnostic et les maîtres d'œuvre aujourd'hui, au sein, on va dire, à la fois de l'examen de certification et donc son corollaire en vue de l'examen, d'avoir à la limite les connaissances et les tâches, enfin les connaissances suffisantes. Et notamment, il y a une partie effectivement sur le matériau béton, il y a une partie sur le diagnostic, d'accord, en vue de. Donc ça intéresse effectivement au premier ressort les diagnosticiens de savoir dans cette démarche, d'accord, de diagnostic, l'application d'une protection cathodique, d'accord, peut-elle être une finalité en vue limite des besoins à la fois de la structure, mais aussi de la volonté du maître d'ouvrage. Je dirais que tout ça, c'est lié. Donc diagnostic, pathologie et solution par traitement électrochimique. Ok. J'ai répondu à ta question. Oui, oui. Véronique soulevait le fait d'impliquer encore un peu plus au sein de la formation. Alors, à quel niveau? Est-ce que c'est juste du 1, 2, les maîtres d'ouvrage, pour Ouais. qu'ils aient une Alors, vision un peu plus éclairée des diagnostics? elle est pertinente, la question du 1, 2, 3, 4. C'est quand même un parcours. D'accord. Enfin, c'était vrai pour le secteur terre et c'était vrai pour le secteur mer. La question aujourd'hui du niveau 1 basique tel qu'il est fait, qui est beaucoup plus vraiment orienté personnel de chantier, ou vraiment personnel de mesure, mais vraiment mesure simple, ce niveau 1 qui vient en plus être créé en 2017. Bon, je dirais qu'il y a l'exigence du niveau 1, mais par contre, niveau 2, niveau 3 et ensuite niveau 4, on est vraiment dans une démarche. Le niveau 2, c'est vraiment comprendre la mesure, qu'est-ce que la mesure notamment en électrochimie et mesure sur ouvrage. Le niveau 3 va être la partie effectivement diagnostic, compréhension et analyse des données. Par exemple, une cartographie de potentiel et arriver à comprendre comment cette cartographie de potentiel peut être interprétée en termes de zones de corrosion ou de zones passives. Et derrière, de commencer à aborder le sujet du dimensionnement en protection cathodique. Donc, ça veut dire il y a certaines exigences, la continuité électrique des aciers, faire le calcul des surfaces des aciers, prise en compte de quel acier, premier lit d'armature, l'ensemble des aciers de la structure. Si on prend le cas d'une poutre ou d'un poteau, ce qui sera peut-être moins le cas pour une structure massive. Et ensuite, le niveau 4 sera très orienté sur tout ce qui est, on va dire, compréhension, mais vraiment compréhension fine de l'ouvrage, et à la fois d'arriver pour le coup à diagnostiquer les anomalies de système de protection cathodique et de leur pertinence dans le dimensionnement. Voilà. C'est un peu ça l'esprit. D'accord, donc il faut quand même, avant de pouvoir être capable de connaître la pertinence ou pas d'une préconisation de protection cathodique, il faut déjà avoir au moins le niveau 4, si j'ai bien suivi ton explication. Il faut au moins quelque part aujourd'hui, non, aujourd'hui, il faut passer son niveau 2 et aller au niveau 3. D'accord. C'est le cas aujourd'hui. Hein, pour ça, je disais, les candidats qui présentent leur niveau 3, on a le prochain examen, on a un peu une particularité, on a plus de 50% qui sont plutôt des constructeurs, mais des gens qui font beaucoup de protection cathodique. Ce qui n'était pas le cas au premier examen niveau 3, où on avait plus des gens de la maîtrise d'œuvre, D'accord. par exemple, ou des bureaux de contrôle, mais qui avaient effectivement suivi niveau 2, niveau 3, ou également des gens qui venaient d'autres secteurs, hein, des gens qui étaient plutôt dans le secteur réglementaire, le secteur de canalisation, qui veulent aujourd'hui se spécialiser dans le domaine des aciers en béton. Donc effectivement, de la même manière, voilà, il y a une compréhension de l'ouvrage. Un ouvrage génie civil, c'est pas un ouvrage métallique enterré. Ça n'a pas les mêmes, Ok, voilà, les exigences. Voilà. ok.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question. Laurent Boutillon, sa 6e dan et plus en judo. Oui, c'est ce que j'avais vu. Mais Je- alors, François Tout-le-Monde qui demande quels sont les progrès récents et les innovations qui sont attendus dans le domaine de la protection cathodique, qui sont susceptibles d'encourager la prescription à l'avenir. Et le corollaire de cette question, ce serait quels seraient les besoins en recherche pour renforcer le positionnement de cette technique encore. Alors, je dirais que déjà, il y a la, la- la- l'innovation en protection, la protection cathodique, on en fait quasiment depuis, allez, au moins dans le secteur des structures béton armé depuis quasiment 50 ans. Ça peut paraître surprenant parce qu'effectivement, on n'était pas, il y a 50 ans, on n'était pas sur les ouvrages aériens, on était sur les ouvrages enterrés, notamment les tuyaux Amtol, ou les tuyaux pré-contraints Amtol. C'est Bernard Rezé qui avait commencé, et par exemple, la Générale des Eaux avait beaucoup travaillé dans les années 50-60 sur la protection cathodique de ces ouvrages qui, effectivement, faisaient transporter de l'eau. Le jour où il y a eu un passage sur les ouvrages aériens, quelque part, la technologie a évolué, c'est les années 80 avec l'arrivée des grillages titane oxyde métallique mixte, donc, qui permettait en fin de compte d'assurer une catalyse et donc d'intégrer une anode dans la structure. Il y avait des anodes graphites qui étaient utilisées au préalable, mais je dirais qu'on est sur des éléments qui doivent se consommer très peu en système de protection cathodique par courant imposé. Et là, il y a eu une vraie rupture fin des années 80 avec l'arrivée des treillis titane et mémo avec béton projeté. Ensuite, dans les années 90-2000, les anodes discrètes. Donc, on a eu une évolution plutôt des matériaux anodiques. Donc, c'est en ce sens-là où on a eu voilà, quelque part une vraie rupture. Maintenant, de dire que demain, il peut y avoir une rupture technologique sur la protection cathodique, on a une rupture depuis quelques années, c'est la partie, on va dire, qu'on appelle en anglais Remote Monitoring System, c'est vraiment la télégestion à distance, parce que tous les systèmes aujourd'hui de protection cathodique par courant imposé sont quasiment tous télégérés quand ils peuvent avoir une connexion 3G ou une connexion Internet. Et ça, c'est effectivement pareil, ça a été une rupture d'arriver à avoir une visualisation et une compréhension en temps réel des systèmes de protection cathodique sur ouvrage d'art. C'était aussi une exigence demandée depuis plus de 20 ans, et là, pour le coup, avec des systèmes moins lourds sur les réseaux de canalisation, parce que c'est du réglementaire. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les installations de protection cathodique ou de drainage de courant dans les problématiques de courant vagabond qui sont surveillées, et ça devient une exigence. Dans le cas du génie civil, les ouvrages béton armé, ce n'est pas tant une exigence que finalement une facilité, parce que faire des mesures sur ouvrage, c'est très compliqué. D'avoir intégré le monitoring, donc avec des électrodes de référence, avec des sondes de mesure, et de pouvoir les télégérer à distance, et même à faire des réglages à distance des générateurs de courant. On a eu la miniaturisation des générateurs de courant, qui a eu lieu aussi, pareil, ces 10 dernières années, notamment ce qu'on appelle les alimentations à découpage. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont relativement robustes. Maintenant, demain, aujourd'hui, à part des catalyseurs et la recharge de catalyseurs moins chère que les bases titane avec oxyde métallique, on va dire précieux, semi-précieux, on parle de tantal, de ruthénium, d'iridium. Aujourd'hui, en catalyse hétérogène, on n'a pas beaucoup, on n'a pas d'autres, on n'a pas beaucoup de solutions pour assurer l'oxydation de l'eau et d'assurer l'évolution de l'oxygène pour fournir des électrons. Donc là, aujourd'hui, par contre, je pense que c'est plutôt la compréhension de ces systèmes de protection cathodique pris par rapport à leur environnement. Ça peut être un lien. Aujourd'hui, j'aimerais presque à dire un ouvrage d'art, quand on peut le regarder de loin, comme un aéroréfrigérant par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, un ouvrage d'art, il faut le regarder aussi dans son contexte. Parfois, son contexte peut être sous cet aspect-là, un peu différent. Ça rejoint un peu, pareil, sur le guide, le guide méthodologique pour le but du diagnostic. Quelles sont les zones exposées? Arriver à affiner, en fin de compte, ces éléments-là. Je pense que c'est plus, on est
on devrait plus s'être orienté vers ça sur la pertinence des systèmes. Voilà. Alors, si je peux, Oui. Emmanuel et Xavier, si je peux juste ajouter quelque chose, parce que Xavier, c'est le grand spécialiste de la Procato, moi je vois ça un peu différemment. Je pense que ce qui peut accompagner ces progrès de protection cathodique, c'est l'aspect formation, l'aspect pédagogie. Il faut beaucoup expliquer quand on fait des traitements électrochimiques. Il faut beaucoup rassurer, parce qu'il y en a que dès qu'on leur parle de courant, ils vont penser court-circuit ou électrocution ou choses comme ça. Il faut aussi beaucoup converser avec les gens pour leur faire changer d'état d'esprit. Le patch repair, on sait bien que quand c'est de la corrosion, c'est pas efficace. Donc il va forcément falloir aller vers autre chose. Cette autre chose, ce sont des traitements électrochimiques, puisque la corrosion étant un traitement électrochimique, il faut un traitement électrochimique pour l'arrêter. A priori, ça nous semble plus viable et la Procato a démontré, puisqu'il y a quand même une norme avec critères de performance qui est sortie, que ça pouvait être une solution tout à fait intéressante, notamment au milieu maritime. Et donc moi, je pense que pour les personnes qui sont très scientifiquement avancées ou des postes élevés, on peut penser toujours innovation, rupture technologique, etc. Pour les personnes qui vont sur le terrain, moi, je continue de penser qu'il faut former les jeunes. Il faut leur expliquer que le matériau, il peut se corroder, qu'il n'y a pas que de la mécanique dans un pont. Et que quand on discute avec les maîtres d'ouvrage ou les bureaux d'études, dont certains ne font pas de diagnostic de corrosion, et dont on sait tous, en tout cas tous ceux qui en font, que les mesures de corrosion sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de dispersion, je pense que ça va vraiment passer par un besoin de pédagogie, avant même de parler de rupture innovante ou autre chose. Et à partir de là, on pourra tous avancer sereinement, en plus avec la formation et l'assertif. C'est ce que je voulais ajouter. Merci Véronique. Alors, il n'y a pas d'autres interventions. Merci Xavier de ton intervention. Et puis, de toute façon, on rebouclera à la fin. Ah, si. Alors, c'est des choses qui... Il y a Laurent qui pose: le patch repair ne marche pas plus anode sacrificielle dans la réparation. Est-ce une solution long terme? Une solution long terme du patch repair avec anode Oui. sacrificielle? C'est une bonne question. Dans la limite de la consommation de l'anode. De l'anode. Voilà. Et puis de l'exposition de l'ouvrage. Encore une fois, sur un ouvrage existant, si on fait du patch repair et on traite par anode galvanique, on va dire l'effet d'anode induite, donc l'effet de bord entre le béton existant qui est pollué et le béton sain qui va être dans la réparation. On sait qu'on a des rééquilibrages chimiques qui peuvent être plus ou moins rapides. Voilà, tout dépend du matériau utilisé, notamment du mortier de réparation. La question pertinente, ça va être aujourd'hui la réparation. Alors, le seul souci qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a des choses qui se font maintenant en galvanique depuis une vingtaine d'années. Le monitoring du galvanique, parce que la norme d'août 696 en 2000, je rappelle que cette norme, elle date de 2000, était essentiellement pour les ouvrages, initialement les structures atmosphériques. En 2012, elle est passée sur les structures enterrées ou immergées, mais en 2000, on parlait quasiment que de critères de performance pour la protection cathodique par courant imposé. En fin de compte, il n'y avait pas d'exigence réelle sur le galvanique. Et le fait qu'il n'y ait pas d'exigence réelle, notamment de monitoring du galvanique, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de data, à part quelques autopsies qui sont effectuées. Et aujourd'hui, la consommation d'une anode de zinc, notamment, est tout à fait aléatoire. Donc voilà, ça changera. Je pense que ça changera dans le temps. On commence à avoir aujourd'hui, notamment des fabricants d'anodes galvaniques qui commencent à proposer des systèmes de monitoring. Et c'est un grand bien. Ou sinon d'avoir quelque part des zones, qu'on peut appeler des zones de convenance et qu'on puisse conserver des zones de convenance de manière à faire un suivi notamment de la consommation massique des anodes, qui n'est pas une chose aujourd'hui, qui n'est pas une chose très simple et qui est pas, sur laquelle il n'y a quelque part aucune science, parce que la consommation d'une anode, ça dépend énormément de la résistibilité du béton qui l'entoure et à la fois de sa géométrie. Et effectivement, le
le retour, hein, aujourd'hui, le retour d'expérience serait plutôt à dire qu'on avait des systèmes qui étaient plutôt sous-dimensionnés précédemment. Aujourd'hui, on est plutôt à rechercher limite à ajouter plus de masse de zinc qu'on pouvait en ajouter il y a quelques années. Voilà, c'est un peu aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la tendance. Ok. Sachant que l'ouvrage conserve son exposition. Donc c'est vrai que si on commence à modifier le parement et en mettant une barrière et à diminuer à la limite la classe d'exposition, c'est clair qu'on va avoir moins d'humidité, résistivité peut-être qui va diminuer au moins sur la zone de réparation, c'est clair. Et puis rééquilibrage notamment des chlorures qui pourrait induire quelque part des vitesses de consommation d'anode dans le temps. Mais ça, aujourd'hui, c'est tellement peu monitoré et illustré qu'on est au début là-dessus. Voilà. Ok, merci Xavier. Donc on va en rester là pour l'instant.